Les 2 billets d'1 € étaient toujours scellés dans un sac de preuves en plastique, lorsque la navette aéroportuaire de mes parents a tourné dans mon allée. Ma mère est sortie la première, portant une écharpe crème qu'elle avait achetée à Paris. Elle arborait cette expression ravie qu'elle affichait toujours, lorsqu'elle s'attendait à ce qu'on l'admire. Mon père a suivi avec 2 valises rigides. Il s'est arrêté si brusquement, qu'une des valises a roulé jusque dans mon parterre de fleurs. 6 voitures de police étaient alignées le long du trottoir. Un adjoint du shérif se tenait près de ma porte d'entrée, et la détective Denise Alvarez attendait au bas des marches du porche, un dossier sous le bras. J'étais assise près de l'allée, avec un déambulateur à côté de ma chaise, et une attelle autour de la taille. 30 jours plus tôt, j'avais payé mes parents 20 000 € pour qu'ils restent dans cette maison. Ils devaient prendre soin de ma fille de 9 ans, pendant que je me remettais d'une opération de la colonne vertébrale. 2 jours après mon entrée à l'hôpital, ils ont placé 2 € sous le sucrier. Ils ont dit à Molly de ne pas me déranger, puis ils ont embarqué sur un vol pour l'Europe. Ma mère a regardé les voitures de police, puis a posé les yeux sur moi. Elle a souri, comme si elle était arrivée en retard à cause d'un simple malentendu, qu'elle pourrait régler avec le ton de voix adéquat. « Où est Molly ?» a-t-elle demandé. « Elle est en sécurité », ai-je répondu. « Elle est en sécurité depuis la nuit où elle a compris que votre caméra ne pouvait plus la voir. » Les yeux de mon père se sont tournés vers la petite caméra noire, fixée au-dessus du garage. Il l'avait installée lui-même, en me disant que cela m'aiderait à me reposer, car je pourrais veiller sur ma fille depuis mon lit d'hôpital. Il ignorait que la police possédait l'historique des accès, montrant chaque fois que lui, ou ma mère, avait ouvert le flux vidéo en direct, depuis Paris, Florence et Venise. Il ignorait que nous avions le message qu'il avait envoyé, après avoir regardé Molly pleurer dans le noir. « Elle a à manger », avait-il écrit. « Nous n'allons pas jeter 4 800 € par les fenêtres, juste parce qu'une enfant a peur. » Ma mère a fait un pas vers moi, et a baissé la voix. « Carrie, quoi que tu penses qu'il se soit passé, nous pouvons régler cela en famille. » La détective Alvarez a ouvert le dossier. Ma mère a enfin remarqué les mandats d'arrêt à l'intérieur. Il croyait encore pouvoir qualifier ce qui s'était passé d'erreur, de malentendu, ou de forme moderne de supervision. Ils ignoraient que nous avions découvert le vol de retour qu'ils avaient annulé, l'assurance qui aurait remboursé chaque euro, la livraison de courses qui n'était jamais parvenue à Molly, ou l'équipe de nettoyage réservée juste avant mon retour à la maison. Ils ignoraient également ce que ma fille avait coché sur son calendrier météorologique, pendant les 4 nuits où il l'avait observé, tout en choisissant de ne pas revenir. Mon père a tendu la main vers sa valise. L'adjoint s'est interposé entre lui et la navette. C'est à cet instant précis, que ma mère a cessé de sourire. Pour comprendre comment j'ai fini par m'asseoir dans mon allée, pendant que la police encerclait les personnes qui m'ont élevé, vous devez comprendre pourquoi j'ai cru, un jour, que les payer 20 000 € était la décision la plus sûre que je pouvais prendre. Restez avec moi pour voir comment cette confiance a été détruite, et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de trahison, de justice, et du courage qu'il faut pour protéger les personnes que nous aimons. 2 semaines avant mon opération, je me tenais à l'établi de mon atelier de restauration de meubles, décollant délicatement le plaquage endommagé d'une vieille commode en noyer. Restaurer des meubles m'avait appris la patience. Presque tout pouvait être réparé, si l'on comprenait où les dégâts avaient commencé. Ce matin-là, une douleur a fulguré depuis le bas de mon dos, traversant ma jambe droite. Mon genou a lâché avant que je ne puisse atteindre l'établi, et j'ai atterri lourdement sur le sol, le grattoir toujours à la main. Un de mes employés m'a conduite aux urgences. Le soir même, un chirurgien m'expliquait que la pression sur ma colonne vertébrale ne pouvait plus être gérée avec des injections et du repos. Il prévoyait que je reste à l'hôpital pendant environ 6 jours. Après cela, j'aurais besoin de près de 2 semaines de rééducation, avant de pouvoir me déplacer en toute sécurité dans la maison, sans aide. Ma première question n'a pas porté sur l'opération. Que suis-je censé faire pour ma fille? Molly avait 9 ans, et était en vacances d'été. Son père ne faisait plus partie de notre vie quotidienne depuis des années. Il n'y avait donc pas de second parent, attendant de prendre le relais. J'avais appelé une babysitter agréée, qui pouvait couvrir les heures de la journée, et j'étais en train d'organiser une aide pour la nuit, lorsque ma mère a entendu parler de ce plan. Une enfant de 9 ans n'a pas besoin que des inconnus se relaient chez elle, a déclaré Patricia. Elle a besoin de sa famille. Mes parents préparaient depuis un mois un voyage d'anniversaire à travers l'Europe. Je savais à quel point ils l'avaient planifié, car mon père discutait des préparatifs de voyage,
avec la même rigueur que d'autres parlent d'opérations militaires. Le lendemain soir, ils sont venus chez moi, et ont annoncé qu'ils allaient annuler leur voyage. Ma mère m'a tenu les deux mains, et m'a dit qu'il n'y avait rien de plus important que Molly. Mon père s'est assis à la table de la cuisine, a ouvert son ordinateur portable, et a expliqué que leur forfait touristique n'était pas remboursable. Nous pouvons en absorber une partie, a dit Howard, mais pas la totalité. Il a tourné l'écran vers moi. La feuille de calcul listait les billets d'avion perdus, les hôtels, les acomptes d'excursion, la nourriture pour Molly, l'essence, les dépenses ménagères, et les soins à temps plein. Le total s'élevait à 20 000 €. C'est plus que ce que je paierais pour des soins professionnels, ai-je fait remarquer. Les soins professionnels n'incluent pas 2 adultes s'installant chez toi 24 heures sur 24, a répondu mon père. Nous renonçons à un voyage majeur, et nous prenons l'entière responsabilité pendant ta convalescence. La feuille de calcul était si détaillée, que j'ai confondu précision et honnêteté. Mes parents pouvaient être soucieux de leur image, et excessivement préoccupés par l'argent, mais ils étaient organisés. Je croyais que s'ils traitaient la garde de Molly comme un projet sérieux, chaque repas, chaque porte verrouillée, et chaque contact d'urgence, serait géré correctement. J'ai transféré l'argent depuis le compte de réserve, celui qui protégeait mon atelier pendant les mois creux. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un message, « Maintenant, tu peux te reposer. » Personne ne prend mieux soin d'un enfant que ses grands-parents. Pour la première fois depuis que le chirurgien avait mentionné une opération, mes épaules se sont détendues. Au cours des jours suivants, j'ai assemblé un classeur d'urgence. Il contenait le numéro du pédiatre de Molly, sa carte d'assurance, l'horaire des repas, la routine du coucher, des clés de rechange, et une liste d'adultes autorisés à venir la chercher. Tout en haut de la page des contacts locaux, j'ai écrit « Joanne Keller ». Joanne était une chauffeuse de bus scolaire à la retraite, qui vivait de l'autre côté de la rue. Elle ne s'était jamais imposée dans nos vies. Cependant, elle avait rapporté des colis perdus, surveillé Molly brièvement quand la batterie de ma voiture était morte, et s'était tenue sous la pluie avec un parapluie, pendant que je luttais avec une serrure d'entrée cassée. Elle était fiable, et ne demandait jamais d'éloge en retour. Mon père a installé une caméra au-dessus de la porte d'entrée, une autre dans la cuisine, et un capteur sur la serrure principale. Il m'a montré l'application sur mon téléphone, et m'a dit que je pourrais surveiller la maison depuis mon lit d'hôpital. Molly a regardé le petit voyant rouge apparaître sur la caméra de la cuisine. « Je n'aime pas qu'elle me regarde », a-t-elle dit. Ma mère lui a embrassé le sommet du crâne. « C'est juste l'œil de grand-mère, qui s'assure que tu es en sécurité. » Plus tard, en transportant des couvertures par le garage, j'ai remarqué les 2 grandes valises de mes parents, posées contre le mur. Je croyais que le voyage était annulé, ai-je dit. Nous n'avons pas eu le temps de les ranger, a répondu mon père. Nous pourrions les utiliser pour apporter nos vêtements et nos affaires ici. L'explication semblait banale. J'étais occupé à étiqueter des médicaments, à confirmer des formulaires d'hôpital, et à essayer de ne pas montrer à Molly à quel point j'étais effrayé. La veille de l'opération, elle était assise à la table de la cuisine, coloriant le calendrier météorologique qu'elle avait fabriqué pour l'été. Elle a dessiné un nuage gris sur la case du lendemain, et a ajouté 3 gouttes bleues en dessous. « Quand est-ce que tu rentreras à la maison ?» a-t-elle demandé. « Dès que les médecins diront que je suis prête. »« Est-ce que grand-mère et grand-père dormiront ici toutes les nuits ?» J'ai regardé mes parents. Ma mère a hoché la tête, et mon père a fermé le classeur d'urgence, comme si chaque problème potentiel avait été pris en compte. Toutes les nuits, ai-je promis. Le lendemain matin, ils m'ont conduite à l'hôpital. Molly m'a tenu la main jusqu'à ce qu'une infirmière arrive avec un fauteuil roulant. J'ai embrassé son front, et je lui ai rappelé qu'elle pouvait m'appeler, chaque fois qu'elle aurait besoin d'entendre ma voix. Alors que les portes de l'hôpital se fermaient derrière moi, je me suis dit que j'avais payé le prix fort, pour éliminer tous les risques possibles de la vie de ma fille. Je ne comprenais pas encore que la confiance pouvait être le risque le plus coûteux de tous. Quand j'ai ouvert les yeux après l'opération, le plafond au-dessus de moi semblait bouger en cercle lent. Une infirmière prononçait mon nom, et me demandait de serrer ses doigts. Mais ma première pensée claire a été pour Molly. Ma bouche était trop sèche pour parler. J'ai levé une main vers le téléphone, sur le plateau à côté du lit, et l'infirmière a compris. « Votre fille va bien ?» a-t-elle dit. « Votre mère a laissé 2 messages pendant que vous étiez en salle de réveil. Le premier message était arrivé à 8h14 ce matin-là, tout est parfait.
Molly a pris son petit déjeuner, a lu pendant 40 minutes, et a dormi toute la nuit. Concentre-toi sur ta guérison. Il y avait une photographie en dessous. Molly était assise à la table de notre cuisine, avec une assiette de pancakes devant elle. Ses cheveux étaient attachés en arrière, et elle regardait vers la caméra avec un petit sourire. Le soulagement a précédé les soupçons. J'avais passé les heures précédant l'opération à imaginer des choses qu'aucun parent ne devrait imaginer, une chute dans les escaliers, de la fièvre, une porte verrouillée, une enfant effrayée incapable de me joindre. Voir Molly à table m'a semblé être la preuve que j'avais pris la bonne décision. J'ai tapé avec mes 2 pouces, car mes mains tremblaient. Est-ce que je peux l'appeler en vidéo? Ma mère a répondu presque aussitôt, elle vient juste d'entrer dans la douche. Laisse-la avoir une matinée normale. Tu dois te reposer. La réponse était logique. J'ai posé le téléphone, et j'ai fermé les yeux. À midi, l'anesthésie a commencé à se dissiper, et la douleur s'est installée dans mon dos comme une lourde barre de fer. Chaque mouvement nécessitait la permission de mon propre corps. Une infirmière m'a aidé à m'asseoir. Une autre a vérifié l'incision, et un physiothérapeute m'a expliqué que je ne pourrais pas me tenir debout sans assistance ce jour-là. Ma mère a envoyé une autre mise à jour pendant que le thérapeute était dans la chambre. Molly a mangé de la soupe pour le déjeuner, et elle regarde son film préféré. Elle dit qu'elle t'aime. J'ai de nouveau demandé un appel vidéo. Elle a pleuré quand nous en avons parlé, a répondu ma mère. Elle ne veut pas que tu la voies contrariée. Cette explication m'a fait mal, mais elle ressemblait aussi à Molly. Elle détestait être regardée quand elle pleurait. Je me suis dit que ma mère la protégeait, et non qu'elle l'éloignait de moi. Mon père a envoyé une deuxième photographie cet après-midi-là. Molly était toujours à la table de la cuisine, cette fois-ci tenant une fourchette au-dessus des pancakes. La tasse en céramique bleue, posée à côté de son assiette, m'a interpellé. J'avais cassé cette tasse 2 semaines plus tôt. Elle avait glissé de ma main pendant que je vidais le lave-vaisselle, et Molly m'avait aidé à balayer les morceaux, pour les mettre dans un sac en papier. J'ai agrandi la photographie jusqu'à ce que l'image devienne floue. La fissure pâle près de l'anse était visible. C'était la même tasse. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu après 6 sonneries, d'une voix douce et prudente. Comment te sens-tu, ma chérie? D'où vient cette photo? Quelle photo? Celle que papa a envoyée. Molly a la tasse bleue à côté d'elle. Cette tasse s'est cassée avant que je ne vienne à l'hôpital. Ma mère est restée silencieuse pendant un moment, puis a laissé échapper un petit rire. Tu avais acheté 2 de ces tasses. Non, je n'en avais pas 2. Carrie, tu es sous l'effet de médicaments puissants. S'il te plaît, ne te fais pas de frayeur pour une tasse à café. Je sais ce qu'il y avait dans ma propre cuisine. Et je me tiens dans cette cuisine en ce moment même, a-t-elle rétorqué. Veux-tu que je me dispute avec toi, ou que je m'occupe de ta fille? Son ton n'était pas colérique. C'est ce qui le rendait d'autant plus efficace. Elle semblait patiente, presque inquiète, comme si je me couvrais de ridicule et qu'elle essayait de préserver ma dignité. L'infirmière est entrée avant que je ne puisse répondre. Ma mère a dit que Molly l'appelait, et a mis fin à l'appel. J'ai essayé d'ouvrir l'application de la caméra que mon père avait installée. L'image de la porte d'entrée est apparue pendant une demi-seconde, puis l'écran m'a demandé de me reconnecter. Mon mot de passe ne fonctionnait plus. J'ai envoyé un message à mon père. Pourquoi je ne peux pas accéder aux caméras? Il a répondu 10 minutes plus tard, j'ai modifié les paramètres d'administrateur pour des raisons de sécurité. Trop d'appareils étaient connectés. Je réglerai ça après ta sortie. Je lui ai demandé de restaurer mon accès immédiatement. Il a répondu avec un symbole de pouce en l'air, mais rien n'a changé. L'infirmière a remarqué que je fixais le téléphone. Vous avez besoin de dormir, a-t-elle dit. Le stress peut faire monter votre tension artérielle, et rendre la douleur plus difficile à contrôler. Je n'arrive pas à joindre ma fille. Avez-vous parlé aux personnes qui s'occupent d'elle? Oui. Et ils disent qu'elle est en sécurité. J'ai hoché la tête, bien que ce geste m'ait semblé malhonnête. Alors, accordez à votre corps quelques heures de répit, a-t-elle insisté. Guérir, c'est aussi un travail. Je savais qu'elle avait raison. Je savais aussi de quoi je devais avoir l'air, pâle, sous l'effet de médicaments, remettant en question des photographies et des mots de passe, tandis que mes parents envoyaient des nouvelles rassurantes.
Je ne voulais pas que les infirmières me considèrent comme une personne autoritaire ou irrationnelle. Plus que cela, je ne voulais pas que Molly se souvienne de mon séjour à l'hôpital, comme d'un moment où elle avait dû me réconforter. Ce soir-là, un message est arrivé depuis la tablette de Molly, « Je vais bien. Grand-mère dit de te reposer. Je t'aime. » Molly n'utilisait presque jamais de points dans ses messages. Elle envoyait des chaînes de mots avec des cœurs, des symboles météorologiques, et beaucoup trop de points d'exclamation. De plus, elle appelait ma mère grand-mère Pat, jamais juste grand-mère. J'ai répondu prudemment, « De quelle couleur était le nuage rigolo qu'on a dessiné sur ton calendrier ?» C'était une blague privée de la veille de l'opération. Molly avait colorié un nuage en violet, parce qu'elle disait que les nuages gris avaient l'air trop sérieux. Aucune réponse n'est venue. 10 minutes plus tard, j'ai envoyé un autre message, « Comment l'a-t-on appelé ?» La tablette a indiqué que le message avait été lu, mais l'écran est resté vide. J'ai pris le téléphone de l'hôpital, et j'ai appelé notre ligne fixe. Ça a sonné jusqu'à ce que le répondeur se déclenche. J'ai rappelé. La même chose s'est produite. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS, nous étions tous dans le jardin. Howard vérifiait les plants de tomates, et Molly m'aidait à plier les serviettes dehors. Nous n'avons pas entendu le téléphone. J'ai fixé le message. Ma mère n'avait jamais plié de serviettes dehors de toute sa vie. Mais il n'y avait rien d'impossible à cela. Chaque inquiétude que j'avais, pouvait encore s'expliquer. Une tasse en double. Un mot de passe changé. Une enfant trop émotive pour faire un appel vidéo. Une famille dans le jardin. Mon père a envoyé une autre photo avant le dîner. Molly était assise à la même place, à table. La lumière provenait du même côté de la fenêtre de la cuisine. Ses cheveux étaient attachés avec le même élastique jaune, et elle portait le même t-shirt vert. L'assiette avait disparu, mais l'angle n'avait pas changé. J'ai placé les deux photographies l'une à côté de l'autre sur l'écran. Même le pli du torchon, derrière sa chaise, était identique. Mon pouce a plané au-dessus du nom de Joanne Keller. J'ai tapé un message, pour lui demander si elle avait vu la voiture de mes parents, ou remarqué quelqu'un à la maison. Avant d'appuyer sur envoyer, j'ai imaginé ma mère apprenant que j'avais demandé à une voisine d'aller vérifier. Patricia qualifierait cela d'humiliant. Howard dirait que j'avais créé un drame inutile, alors qu'ils sacrifiaient leur temps pour moi. J'ai supprimé le message. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai essayé de me convaincre que je réagissais aux médicaments, à la douleur, et à la perte de contrôle. Je me suis rappelé que mes parents étaient organisés. Je me suis rappelé qu'ils avaient renoncé à un mois en Europe. Je me suis rappelé que je leur avais fait confiance pour une bonne raison. Juste après 21h, la tablette de Molly a envoyé un autre message, « N'appelle plus. Grand-mère a dit que le médecin a affirmé que ça pouvait aggraver ton état. » Ces mots ont dissipé le brouillard dans ma tête plus vite que n'importe quel médicament. Mon chirurgien n'avait parlé qu'à moi, et au personnel de l'hôpital. Il n'avait jamais appelé mes parents. Il n'avait jamais suggéré qu'entendre la voix de ma fille pourrait nuire à mon rétablissement. J'ai appelé ma mère immédiatement. Elle a rejeté l'appel. Un message est apparu moins d'une minute plus tard, « Molly s'est enfin endormie. S'il te plaît, arrête de la contrarier à chaque fois que tu appelles. Elle s'inquiète que quelque chose n'aille pas bien chez toi. » Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appuyé de nouveau sur le bouton d'appel. Elle l'a rejeté une seconde fois. L'infirmière est revenue vérifier ma tension artérielle, et m'a trouvé assise de façon rigide contre le lit relevé, tenant le téléphone des 2 mains. Mon médecin ne leur a jamais parlé, ai-je dit. Elle m'a demandé ce que je voulais dire. Mais je ne pouvais pas l'expliquer, sans prononcer la chose que je commençais seulement à comprendre, mon médecin n'avait jamais parlé à mes parents, alors quelqu'un avait appris à ma fille de 9 ans, à avoir peur de m'appeler. Je ne savais pas ce qui s'était passé à l'intérieur de ma maison pendant ces jours-là. Pendant que cela se produisait, tout ce que je m'apprête à décrire est venu plus tard, après que Molly ait raconté la même histoire plus d'une fois. À moi, à Joanne, et aux représentants des services de l'enfance, assignés pour l'aider. Certains détails sont sortis rapidement. D'autres ont pris des jours, car Molly s'arrêtait chaque fois qu'elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Le matin du 2e jour après mon opération, ma mère a réveillé Molly avant le lever du soleil. Patricia était déjà habillée, et 2 valises se trouvaient près de la porte du garage. Elle a dit à Molly qu'Howard et elle devaient passer une nuit dans un hôtel près de l'aéroport, pendant qu'ils se disputaient avec la compagnie de voyage au sujet de leur remboursement.
Molly a demandé si elle pouvait venir avec eux. Ma mère a répondu que les hôtels étaient pleins d'inconnus et de microbes, et qu'il serait plus sûr pour elle de rester à la maison. Elle a promis qu'il serait de retour le lendemain. Mon père a fait faire le tour de la maison à Molly, comme s'il passait en revue une liste de contrôle avec un employé. Il a pointé la caméra dans la cuisine, la caméra près de la porte d'entrée, et la tablette sur le comptoir. Il lui a montré le voyant rouge, qui apparaissait lorsque la caméra était connectée. « Nous pouvons te voir, et tu peux nous entendre, » lui a-t-il dit. « Ça veut dire que tu n'es pas vraiment seul. » Molly a accepté cela, car Howard parlait avec une confiance absolue. À 9 ans, elle comprenait qu'être seule était dangereux. Mais elle ne savait pas si une caméra modifiait la règle. Lorsqu'un adulte lui donnait une explication technique, elle supposait que l'adulte la comprenait mieux qu'elle. Il a ouvert le congélateur, et lui a montré plusieurs plats surgelés, un sac de nuggets de poulet, et 2 récipients de soupe. Il y avait un demi-gallon de lait dans le réfrigérateur, ainsi que du pain, du beurre de cacahuète, des pommes, et des tranches de fromage. Cela semblait être une grande quantité de nourriture, lorsque les portes étaient ouvertes et que tout était aligné. Ensuite, il a soulevé le sucrier en céramique, et a placé 2 billets d'1 euro en dessous. « C'est de l'argent pour les urgences », lui a-t-il dit. « Ne le dépense que si tu y es absolument obligé. » Molly a demandé quel genre d'urgence pouvait être résolu avec 2 euros. Il a répondu que ce n'était qu'une précaution, et a replacé le sucrier sur les billets. Ma mère lui a donné les instructions les plus importantes. Elle a dit que j'avais besoin d'un silence parfait, et d'aucun stress pendant que mon dos guérissait. Elle a dit à Molly qu'un appel téléphonique effrayant pourrait me faire contracter les muscles, et déchirer la plaie chirurgicale. « Si tu aimes ta mère, tu la laisseras se reposer », a déclaré Patricia. Molly a demandé si elle pouvait traverser la rue pour aller chez Joanne, si jamais elle avait peur. Ma mère lui a immédiatement dit de ne pas le faire. Elle a décrit Joanne comme une femme qui s'immisçait dans les affaires privées des autres, et qui aggravait les situations. « Elle pourrait appeler quelqu'un et lui dire que ta mère t'a abandonné », a déclaré Patricia. Les gens pourraient décider que Carrie n'est pas une mère responsable. Tu ne veux pas causer ça pendant que ta mère est à l'hôpital. Cet avertissement s'est ancré plus profondément que tous les autres. Molly avait déjà peur qu'il m'arrive quelque chose pendant l'opération. Maintenant, elle croyait qu'un simple mauvais appel pourrait me blesser, et qu'un seul coup frappé à la porte de Joanne pourrait amener des inconnus à l'éloigner de moi. La voiture est partie alors que le ciel était encore sombre. Molly a regardé par la fenêtre de la cuisine, jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au bout de la rue. Elle n'a pas pleuré, car elle croyait que ses grands-parents reviendraient le lendemain. Elle a mangé des céréales au petit déjeuner, et a regardé la télévision avec le son baissé. Quelques heures plus tard, le voyant rouge de la caméra de la cuisine s'est allumé, et la voix de ma mère a rempli la pièce. « Voilà ma grande fille », a dit Patricia. « As-tu verrouillé la porte de derrière ?» Molly lui a montré la serrure. Ma mère l'a félicité, lui a dit quel plat surgelé réchauffé pour le déjeuner, et lui a rappelé de garder les rideaux fermés après le coucher du soleil. Avant de mettre fin à la connexion, elle a répété que je me reposais, et que je ne devais pas être dérangé. Ce premier appel a apaisé Molly. Sa grand-mère pouvait la voir, lui donner des instructions, et la corriger si elle oubliait quelque chose. Plus tard, quand Molly a essayé d'expliquer pourquoi elle n'avait pas compris qu'elle était abandonnée, elle l'a dit de la manière la plus simple, « Grand-mère pouvait me voir, alors j'ai pensé que ça voulait dire qu'elle s'occupait de moi. » Le lendemain, Patricia a de nouveau parlé via la caméra. Elle a demandé si Molly s'était brossé les dents, et si la porte d'entrée était verrouillée. Quand Molly a demandé quand ils rentreraient à la maison, ma mère a dit qu'ils étaient plus loin que prévu, et qu'ils avaient besoin d'une nuit de plus. Molly a demandé où ils étaient. Patricia lui a dit de ne pas se soucier des problèmes d'adultes. Howard lui parlait rarement directement. En revanche, le thermostat changeait sans que personne n'y touche. Une fois, après que Molly ait oublié de verrouiller la porte d'entrée, le peine dormant a cliqué depuis l'application. Ces petits actes l'ont convaincu que mes parents contrôlaient la maison, même si elle ne pouvait pas les voir. Chaque matin, Molly cochait une autre case sur le calendrier météorologique qu'elle avait laissé sur la table de la cuisine. Elle a dessiné un petit cercle rouge pour le voyant de la caméra. À côté, elle a fait de petites marques au crayon pour les repas restants dans le congélateur. Elle n'a pas écrit de paragraphe pour expliquer ce qui se passait. Elle dessinait des nuages, comptait les boîtes, et rayait la nourriture au fur et à mesure qu'elle la mangeait.
Sur une case, elle a dessiné une caméra rouge et 5 petits traits. Sur la suivante, la caméra en avait 4. Le 3e jour, le lait a commencé à avoir une mauvaise odeur. Molly l'a versé dans l'évier, et a mangé des céréales sèches. Elle a gardé les pommes, car elle croyait que les aliments frais seraient plus difficiles à remplacer que les plats surgelés. Cet après-midi-là, une camionnette de livraison s'est arrêtée devant la maison. Un homme a porté 2 sacs en papier craft sur le porche, et a sonné à la porte. Molly est restée cachée derrière le mur de la cuisine, car mes grands-parents l'avaient averti de ne jamais ouvrir la porte à des inconnus. L'homme a sonné à nouveau, et a crié qu'un adulte devait signer pour la livraison. Après plusieurs minutes, il a rapporté les sacs dans la camionnette, et est parti. Molly en a parlé à la caméra. Lorsque le voyant rouge est apparu, Patricia a dit que la société de livraison avait fait une erreur, et a promis de la corriger. Elle a dit à Molly qu'il y avait encore assez de nourriture dans la maison, et l'a félicité de ne pas avoir ouvert la porte. Aucune livraison de remplacement n'est arrivée. Au 4e soir, le congélateur contenait un dîner que Molly n'aimait pas, et un récipient de soupe qu'elle n'arrivait pas à ouvrir. Le pain était presque fini. Elle n'avait pas entendu ma voix depuis mon entrée à l'hôpital. Chaque fois qu'elle envisageait d'utiliser la tablette pour m'appeler, elle se rappelait l'avertissement de ma mère, concernant ma plaie qui risquait de se déchirer. La tempête a commencé après la tombée de la nuit. La pluie a frappé les fenêtres si fort, que Molly a monté le volume de la télévision. Mais le son a disparu lorsque l'électricité a été coupée. Le réfrigérateur est devenu silencieux. Les lumières de la cuisine se sont éteintes, et la maison est devenue plus sombre qu'elle ne l'avait jamais connue. Molly a attendu que le voyant rouge de la caméra revienne. Elle a chuchoté dans sa direction, que le courant était coupé. Aucune voix n'a répondu. Un éclair a illuminé la cuisine, suivi d'un tonnerre qui a fait trembler les vitres. Molly a regardé à nouveau la caméra, et a enfin compris quelque chose que mes parents ne lui avaient jamais expliqué. Si le voyant rouge était éteint, il ne pouvait pas la voir. S'il ne pouvait pas la voir, il ne pouvait pas l'aider. La maison n'était pas surveillée, et elle avait été seule depuis le début. Elle a trouvé les 2 € sous le sucrier, et les a pliés dans sa poche. Elle a pris le calendrier météorologique sur la table, a ajouté la clé de la maison, et s'est tenue près de la porte d'entrée, la main sur la serrure. De l'autre côté de la rue, la lumière du porche de Joanne brillait à travers la pluie. Molly pouvait voir les contours de la porte dont ma mère lui avait dit de ne jamais s'approcher. Elle est restée là pendant un long moment, essayant de décider s'il était plus important d'obéir à sa grand-mère, ou de faire confiance à la peur qui habitait son propre corps. Lorsque le voyant rouge de la caméra s'est éteint, Molly a réalisé que la seule personne qui pouvait la sauver, était la personne dont sa grand-mère lui avait dit de se méfier. Plus tard, Molly m'a raconté qu'elle était restée devant notre porte d'entrée, jusqu'à ce que ses doigts commencent à lui faire mal à force de serrer la clé. La tempête s'était calmée pour laisser place à une pluie continue, mais les rues brillaient encore, noires, sous les éclairs. Elle a enfilé son imperméable jaune, et a glissé le calendrier météorologique dans la poche intérieure. Les 2 billets d'1 € sont allés dans la plus petite poche, avec la clé de la maison. Ensuite, elle a déverrouillé la porte, a traversé la rue sans regarder ailleurs, et a couru droit vers l'adresse que je lui avais appris à utiliser en cas d'urgence. Joanne Keller a ouvert sa porte, avant même que Molly n'ait fini de frapper une seconde fois. Molly était trempée jusqu'aux genoux, et tremblait si fort que la fermeture éclair métallique de son manteau cliquetait. Pourtant, elle a essayé de faire comme si rien de grave ne s'était passé. « Madame Keller, est-ce que je peux rester ici, jusqu'à ce que notre électricité revienne ?» Joanne n'a pas posé 10 questions à la fois. Elle a fait entrer Molly, a verrouillé la porte, a enroulé une serviette autour de ses épaules, et a posé un verre d'eau sur la table de la cuisine. Pendant que le pain grillait, elle s'est assise en face d'elle, et n'a posé qu'une seule question, « Qui est à la maison avec toi ?» Molly a regardé vers la fenêtre faisant face à notre maison plongée dans le noir. Grand-mère peut me voir quand le voyant rouge est allumé. Mais il s'est éteint. Joanne a posé le pain grillé devant elle, puis a appelé le 911. Le premier adjoint est arrivé en quelques minutes. Un autre a traversé la rue avec la clé de Molly, pendant qu'un ambulancier restait avec elle. Les agents ont vérifié chaque pièce de ma maison. Ils n'ont trouvé aucun adulte, aucun mot autorisant quiconque à laisser un enfant seul, et aucune indication qu'un autre soignant serait entré par une porte latérale ou arrière. La serrure intelligente a fourni la réponse la plus claire.
son historique montrait que la dernière entrée d'un adulte avait été effectuée avec le code de mon père, tôt le deuxième matin après mon entrée à l'hôpital. Le même code avait verrouillé la porte à nouveau, quelques minutes plus tard. Depuis lors, les seules entrées physiques appartenaient à Molly. Il y avait des plats surgelés dans la maison, un peu de lait avarié, quelques tranches de pain, et le récipient de soupe non ouvert qu'elle n'avait pas réussi à gérer. Il y avait une tablette sur le comptoir de la cuisine, et 2 caméras qui avaient cessé de fonctionner lorsque le courant a été coupé. Rien de tout cela ne changeait le fait qu'une enfant de 9 ans avait été laissée sans adulte. L'ambulancier a constaté que Molly était fatiguée, légèrement déshydratée, et effrayée. Mais elle n'était pas gravement blessée. Elle n'avait pas de fièvre, pas de plaies non soignées, et n'avait pas besoin d'être hospitalisée. Cela a eu de l'importance pour moi plus tard, car mes parents ont essayé à plusieurs reprises de l'utiliser comme preuve que leur plan était sûr. Ils diront qu'elle avait survécu, comme si la survie était la norme qu'ils m'avaient promise, en échange de 20 000 €. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital, lorsque la détective Denise Alvarez est entrée dans ma chambre, peu après minuit. Elle était en civil, mais l'insigne à sa taille a fait se serrer ma poitrine, avant même qu'elle ne se présente. « Votre fille est en sécurité », a-t-elle dit immédiatement. « Elle est avec votre voisine, et un travailleur des services de l'enfance. » J'ai agrippé la couverture. « Pourquoi les services de l'enfance sont-ils avec Molly ?» Denise a rapproché une chaise du lit. Sa voix est restée calme, comme si elle comprenait que chaque mot devait m'atteindre, avant que le suivant ne puisse être utile. Molly a traversé la rue pendant la coupure de courant, et a demandé de l'aide à Madame Keller. Les agents n'ont trouvé aucun adulte chez vous. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu intégrer cette phrase dans mon esprit. Mes parents ont dû sortir pour quelques heures, ai-je dit. Ils ne la laisseraient pas toute la nuit. À quand remonte votre dernière conversation directe avec l'un d'eux? Ma mère m'a envoyé un texto ce soir. Avez-vous entendu sa voix? J'ai repensé aux appels rejetés, aux photographies, et aux messages provenant de la tablette de Molly. J'ai secoué la tête. Denise a ouvert un dossier fin, et a placé une image imprimée sur le plateau à côté de mon lit. Elle avait été prise par la caméra au-dessus de ma porte d'entrée. Mes parents marchaient vers leur voiture, avant le lever du soleil. Patricia portait son sac à main, et un oreiller de voyage. Howard tirait les 2 valises rigides que j'avais vues dans le garage. L'horodatage datait du 2e matin, après mon opération. J'ai repoussé la couverture, et j'ai cherché la barrière du lit. Je dois aller la voir. Dès que j'ai essayé de me lever, une douleur m'a déchiré le bas du dos. Ma jambe droite a fléchi avant même de toucher le sol. Denise a rattrapé mon bras, tandis qu'une infirmière s'est précipitée, et a aidé à me rabaisser sur le lit. J'avais transféré 20 000 € parce que je croyais que l'argent pouvait acheter suffisamment de planification, pour écarter tout danger. En regardant ces valises, j'ai compris que j'avais payé pour la chose même qui avait éloigné mes parents de ma fille. L'infirmière a vérifié mon incision, tandis que Denise attendait, sans me presser une seule fois. Une fois la douleur suffisamment calmée pour que je puisse parler, j'ai demandé à voir Molly. Joanne a répondu à l'appel vidéo depuis son salon. Molly était assise à côté d'elle, dans un pyjama sec, avec l'imperméable jaune plié sur une chaise derrière elle. Son visage semblait plus petit qu'il ne l'était 5 jours plus tôt. « Maman, tu es blessée? »« Je vais bien, ma chérie. » Ses yeux sont descendus vers ma couverture d'hôpital. « Est-ce que courir chez Madame Keller a empiré ton dos ?» La question m'a coupé le souffle. Ma mère ne s'était pas contentée d'empêcher Molly de m'appeler. Elle avait fait croire à mon enfant, que se sauver elle-même, pouvait me blesser. « Non, ai-je dit. Écoute-moi bien. Aller chez Joanne était exactement la bonne chose à faire. Tu ne m'as pas blessé, tu n'as pas causé d'ennui, et tu n'as rien fait de mal. Mais grand-mère a dit que le stress pouvait ouvrir ton opération. Ce n'était pas vrai. Demander de l'aide à un adulte de confiance t'a protégé, et cela m'a aidé aussi. » Molly a commencé à pleurer sans faire le moindre bruit. Joanne a passé un bras autour d'elle, mais elle n'a pas parlé à ma place, ni demandé à Molly d'arrêter. Je voulais promettre que je serais à la maison le lendemain matin. Je voulais lui dire que je ne la laisserais plus jamais hors de ma vue. Mon corps ne pouvait soutenir aucune de ces 2 promesses, et j'avais déjà laissé trop d'adultes lui donner des mots réconfortants qui n'étaient pas vrais. Je ne sais pas encore quel jour je pourrai partir, ai-je dit. Je sais par contre que je t'appellerai tous les jours, et que je te dirai la vérité à chaque fois.
Johan a accepté de garder Molly temporairement, le temps que les services de l'enfance terminent les démarches d'urgence. Elle ne s'est pas qualifiée de famille, et ne m'a pas dit que je lui devais quoi que ce soit. Elle a simplement dit que Molly pourrait rester dans la chambre d'amis, aussi longtemps que les autorités l'approuveraient. Après l'appel, Denise a demandé qui pouvait accéder aux caméras. Mes parents et moi étions les seuls administrateurs, ai-je dit. Mais mon mot de passe a cessé de fonctionner après mon opération. Mon père a dit qu'il avait modifié les paramètres de sécurité. Je lui ai montré l'application. Mon nom y figurait toujours, mais mon compte avait été réduit à celui d'un utilisateur limité, sans autorisation de voir les enregistrements, de modifier les paramètres, ou de consulter l'historique des accès. Denise a photographié l'écran, et a envoyé une requête au fournisseur de la caméra. Elle m'a prévenu que la première réponse pourrait ne contenir que des journaux de connexion basiques, pas d'enregistrement ni de message. Près de l'aube, son téléphone a vibré. Elle a lu l'écran, puis m'a regardé. L'entreprise nous a fourni le décompte d'accès préliminaire pour les 3 jours précédant la coupure de courant, a-t-elle dit. Les comptes appartenant à Patricia et Howard ont ouvert le flux vidéo en direct 47 fois. Le chiffre 47 est resté affiché à l'écran, pendant que Denise expliquait ce qu'il signifiait. Chaque fois que l'un de mes parents ouvrait la caméra en direct, le système enregistrait l'heure, le compte utilisé, l'adresse internet, et une localisation approximative. Il ne pouvait pas identifier une chambre d'hôtel ou une table de café, mais il pouvait indiquer la ville depuis laquelle la connexion avait été établie. Les premières entrées venaient de Paris. Le groupe suivant venait de Florence. Mes parents n'avaient pas passé une seule nuit près de ma maison, après avoir laissé Molly. Ils l'avaient observé depuis l'Europe, tout en m'envoyant des messages conçus pour me faire croire qu'il dormait sous mon toit. Denise a demandé à la société de caméras de conserver tout ce qui était lié au compte. La plupart des flux en direct n'étaient pas enregistrés en continu. Cependant, de courts clips audio avaient été sauvegardés, chaque fois que quelqu'un utilisait la fonction haut-parleur. En fin de matinée, 3 clips avaient été transmis aux enquêteurs. Elle m'a prévenu avant de les lire. Vous pouvez arrêter à tout moment. Je lui ai dit de continuer. Le premier clip s'ouvrait sur le léger bourdonnement du réfrigérateur de ma cuisine. Molly se tenait près du comptoir, en partie hors du champ de la caméra. La voix de ma mère est passée par le haut-parleur, avec cette fermeté calme qu'elle avait utilisée sur moi tout au long de mon enfance. Je peux toujours te voir, Molly. Essuie ton visage, et arrête de pleurer. Ta mère a besoin de paix, pas d'un autre problème. Molly a demandé quand il rentrerait à la maison. Patricia n'a pas répondu. Elle lui a dit de manger un des plats surgelés, et lui a rappelé que m'appeler pourrait aggraver ma convalescence. Le clip s'est terminé avec Molly disant qu'elle était désolée. J'ai regardé vers la fenêtre de l'hôpital, car je ne pouvais supporter de laisser Denise voir mon visage. Ma fille s'était excusée d'avoir peur, pendant que l'adulte responsable d'elle parlait depuis un autre continent. Le deuxième clip était plus court. Molly disait que le lait sentait mauvais. Patricia lui disait de le jeter, et de manger autre chose. Quand Molly a dit qu'elle ne savait pas comment ouvrir le récipient de soupe, ma mère a répondu qu'elle était assez grande pour résoudre de petits problèmes, sans demander d'aide. Le troisième clip ne contenait pas de pleurs. Molly était assise à table, comptant les repas surgelés qui restaient. Ma mère l'a félicitée d'être raisonnable, et a dit qu'apprendre l'indépendance serait bon pour elle. Chaque phrase semblait banale, une fois séparée de la vérité. C'est ce qui rendait ces clips si difficiles à entendre. Patricia n'avait pas crié, ni ne l'avait menacé directement. Elle avait enrobé l'abandon dans le langage des responsabilités, jusqu'à ce qu'une enfant de 9 ans croie que la peur était une faiblesse personnelle. Denise m'a montré une série de messages récupérés sur le compte administrateur. Certains avaient été échangés entre Howard et Patricia, pendant leur voyage. Patricia avait écrit que Molly semblait plus contrariée que prévu. Mon père avait répondu que le congélateur contenait assez de nourriture, que les caméras fonctionnaient, et que Molly devait apprendre l'indépendance. Quelques heures plus tard, Patricia a demandé s'ils auraient dû s'arranger pour que quelqu'un vérifie la maison. Howard a répondu que faire venir un autre adulte susciterait des questions inutiles. Les messages éliminaient la dernière possibilité, que mes parents aient pu mal comprendre où se trouvait Molly, ou qui s'occupait d'elle. Ils savaient qu'elle était seule. Ils en avaient discuté. Ils avaient décidé que le secret importait plus que sa sécurité. J'ai demandé à Denise si elle les avait déjà appelés.
Je voulais d'abord que les enregistrements des caméras soient préservés, a-t-elle dit. J'appelle maintenant. Elle a mis l'appel sur haut-parleur, avec un autre officier présent. Howard a répondu après plusieurs sonneries. De la musique et des voix résonnaient derrière lui. Denise s'est identifié, et a demandé où il se trouvait. Mon père a hésité, puis a répondu que lui et Patricia s'occupaient d'une affaire familiale, en dehors du pays. Il n'a pas prononcé le mot Europe, jusqu'à ce que Denise demande directement, qui supervise actuellement Molly? Elle a mentionné une babysitter nommée Linda. Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un s'appelant Linda. Denise a demandé un nom de famille, et un numéro de téléphone. Howard a dit qu'il n'avait pas l'information sous les yeux, car Patricia avait tout arrangé. Quand Denise a demandé quand Linda était entrée dans la maison, il a dit qu'elle allait et venait par le garage. La serrure intelligente ne montrait aucune entrée de ce type. La caméra ne montrait aucune babysitter s'approchant de l'une ou l'autre porte. Aucune Linda n'apparaissait dans le classeur d'urgence, mes contacts, l'historique des visiteurs, ou dans n'importe quel message que mes parents m'avaient envoyé. Denise lui a demandé de rester en ligne, pendant qu'elle contactait Patricia. Ma mère a rejoint l'appel, semblant essoufflée. Qu'est-il arrivé à Molly? Elle est en sécurité, avec une personne de confiance approuvée de façon temporaire, a déclaré Denise. Elle a été trouvée seule, après avoir traversé la rue lors d'une coupure de courant. Patricia s'est mise à pleurer, mais la première question qu'elle a posée n'était pas de savoir si Molly avait été blessée, nourrie, ou examinée par un médecin. Que vous a-t-elle dit, exactement? La pièce est devenue très silencieuse. Denise a répété que Molly était en sécurité, et a demandé à Patricia qui s'était occupée d'elle. Ma mère a dit qu'il y avait eu un malentendu. Elle a affirmé qu'il croyait que Linda passait la nuit sur place, et que Molly exagérait parfois quand elle devenait anxieuse. J'ai serré la barrière du lit jusqu'à ce que ma main me fasse mal. Même après que Molly ait trouvé le courage de quitter la maison, Patricia se préparait déjà à la faire passer pour peu fiable. Denise leur a dit que la police avait confirmé qu'aucune babysitter n'était entrée dans la propriété. Elle leur a ordonné de réserver le premier vol disponible pour rentrer, et de fournir l'itinéraire. Howard a dit que les vols étaient complets. Ensuite, il a ajouté que changer leur billet coûterait 4 800 €. De l'argent qu'ils ne pouvaient pas simplement jeter par les fenêtres, après avoir déjà tant perdu sur ce voyage. J'ai failli parler, mais Denise a levé une main pour m'arrêter. Ceci n'est pas une requête pour protéger vos vacances, a-t-elle dit. Un enfant a été laissé seul sous votre responsabilité. Vous devez revenir. Howard a dit qu'il contacterait la compagnie aérienne, et qu'il rappellerait. Il n'a pas rappelé. Les registres de la compagnie aérienne sont parvenus à Denise cet après-midi-là. Patricia avait placé une retenue temporaire sur 2 sièges, pour un vol partant le lendemain matin. La retenue avait été effectuée moins d'1 heure après l'appel de la police. 16 minutes plus tard, Howard l'a annulée. Il n'y avait aucune confusion quant à savoir qui avait fait ce choix. L'historique des réservations montrait son compte, et son code de confirmation. Un message récupéré a fourni la raison. Patricia a écrit qu'il devrait rentrer, parce que la situation semblait sérieuse. Howard a répondu que Molly était déjà en sécurité avec la police, il n'y avait donc aucune raison de gâcher le reste de leur voyage d'anniversaire. Patricia a répondu par une seule phrase, « Tu as probablement raison ». J'ai lu ces mots plusieurs fois. L'espace d'un instant, ma mère avait compris ce qu'elle devait faire. Elle avait cherché un moyen de rentrer, et bloquer 2 sièges. Ensuite, Howard a transformé la décision en une question d'argent gaspillé, et elle a abandonné le peu de conscience qu'elle s'était accordée. Cette vérité blessait différemment du simple fait d'apprendre qu'ils étaient partis. Howard avait traité la sécurité de Molly comme un simple calcul de coût, dès le début. Patricia avait vu le danger, avait eu suffisamment peur pour réserver un vol, et avait quand même choisi de rester à ses côtés. Aucun d'eux ne pouvait prétendre qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de réparer ce qu'ils avaient fait. Pour la première fois depuis que Denise était entrée dans ma chambre d'hôpital, j'ai cessé de me demander ce que j'aurais dû remarquer, ou comment j'aurais pu tout empêcher. Mes parents avaient eu de multiples occasions de protéger Molly, après l'avoir laissée, et ils les avaient toutes rejetées. Ma culpabilité n'a pas disparu, mais elle ne dirigeait plus la direction de ma colère. J'ai demandé à Denise de gérer chaque appel, et chaque message ultérieur. Je ne me faisais pas confiance pour entendre mes parents expliquer la différence entre abandonner un enfant et abandonner des vacances. Plus important encore,
je ne leur donnerai pas l'occasion d'étudier ma colère, et de construire une autre histoire autour d'elle. Quand la physiothérapeute est arrivée, je lui ai demandé de m'aider à me lever. Elle m'a rappelé que la convalescence ne pouvait pas être précipitée. Je lui ai dit que je comprenais, mais que je devais retrouver suffisamment de force pour quitter l'hôpital en toute sécurité, et affronter ce qui m'attendait à la maison. Je suis resté debout pendant 11 secondes, avant que ma jambe droite ne tremble, et que la douleur ne me force à me recoucher sur le lit. La tentative suivante a duré 15 secondes. Mes parents avaient choisi de terminer leur voyage, car ils croyaient que la crise était passée, une fois que quelqu'un d'autre avait sauvé Molly. Ils se trompaient. Au moment où leur navette aéroportuaire reviendrait dans mon allée, j'avais bien l'intention de les attendre à la porte. Le lendemain matin, Denise est revenue avec un gobelet de café en carton, et un dossier presque 2 fois plus épais, que celui qu'elle avait apporté dans ma chambre la nuit précédente. Une procureure du comté l'accompagnait, mais elle ne s'est présentée que brièvement, laissant Denise expliquer ce qu'ils avaient découvert. « Nous n'allons pas vous noyer dans la procédure, » a dit Denise. « Je veux que vous compreniez ce que chaque document prouve. » Elle a commencé par les commandes de course. Mon père avait programmé une livraison pour chaque semaine du voyage. La première commande était celle que Molly avait vue quitter notre Porsche, parce que le livreur exigeait la signature d'un adulte. Le magasin avait envoyé une notification à Howard dans les minutes qui ont suivi, indiquant qu'aucun adulte n'avait répondu à la porte, et que la commande ne pouvait pas être remise à un enfant. Howard a ouvert l'avis alors qu'il était à Paris. Il ne m'a pas appelé, ni Joanne, ni le bureau du shérif, ni personne qui aurait pu traverser la rue pour vérifier la maison. Il n'a pas demandé au magasin de repasser le soir même, en présence d'un adulte approuvé. Au lieu de cela, la modification a pris moins de 3 minutes. Il a traité l'échec de la livraison comme un problème avec le magasin, ai-je dit. Denise a hoché la tête. Non pas comme la preuve que Molly n'avait pas d'adulte avec elle. Les commandes hebdomadaires paraissaient responsables, lorsque mon père me les avait décrites pour la première fois. Il m'avait dit qu'il garderait le réfrigérateur bien approvisionné, pour que Patricia n'ait pas à faire les courses tout en s'occupant de Molly. En réalité, il avait mis en place un calendrier qui lui permettait de croire que la question de la nourriture était réglée, sans se demander si une enfant de 9 ans pouvait la réceptionner, la stocker et la préparer en toute sécurité. Le document suivant provenait d'une entreprise de nettoyage que je n'avais jamais utilisée. Howard avait réservé une équipe de 4 personnes pour le matin précédant le vol de retour de mes parents. La réservation incluait mon adresse, le code du garage, et des instructions pour passer plus de temps dans la cuisine, et dans la chambre de Molly. Denise m'a tendu le bon de travail imprimé. Enlever toutes les poubelles. Faire la vaisselle. Nettoyer l'intérieur du réfrigérateur. Laver les draps et les serviettes. Remplacer les articles de salle de bain usagés. Remplir la section avant du garde-manger avec les courses livrées. Ne pas jeter les brochures de voyage ni le courrier appartenant au propriétaire. J'ai lu ces mots 2 fois. Le service n'était pas embauché pour m'aider à récupérer. Mon père ne leur avait pas demandé de préparer la maison, pour une femme rentrant d'une opération de la colonne vertébrale. Il leur avait demandé de supprimer les preuves, prouvant qu'une enfant avait vécu là, seule. La procureure a expliqué que l'entreprise conservait les notes attachées à chaque réservation. Howard avait appelé une fois pour confirmer que l'équipe devait photographier chaque pièce après le nettoyage. Il voulait des images horodatées de l'effet, d'un garde-manger plein, et d'une cuisine impeccable. Ces photographies m'auraient attendu à mon retour. Si Molly était restée silencieuse, mes parents auraient pu me montrer des comptoirs propres, et des étagères bien garnies. Ils auraient pu me dire qu'elle avait été à l'aise, bien nourrie, et surveillée tous les jours. Toute peur qu'elle aurait décrite, aurait pu être balayée comme de la confusion causée par mon séjour à l'hôpital. J'ai pensé à Molly, comptant les repas surgelés sur son calendrier météorologique, pendant que mon père planifiait où les boîtes de céréales neuves devraient être placées pour les photographies finales. Ensuite, Denise a ouvert un ensemble d'enregistrements provenant du compte de messagerie de mon père. Il avait créé des messages programmés avant mon opération, en utilisant des photographies copiées d'un vieil album de famille. Les messages étaient programmés pour arriver au petit déjeuner, au déjeuner, et en début de soirée, comme si Patricia et Howard envoyaient des mises à jour tout au long de la journée. Cela expliquait la tasse bleue, que je savais briser en éclats. Cela expliquait la lumière identique, le même élastique jaune pour les cheveux, et le torchon qui ne bougeait jamais. Un mois avant l'opération,
Howard avait demandé le mot de passe de notre espace de stockage de photos partagées. Il disait vouloir me faire un album de convalescence, quelque chose que je pourrais regarder à l'hôpital quand Molly me manquerait. Sur le moment, j'avais trouvé que c'était une attention inhabituellement prévenante. Maintenant, Denise me montrait les dossiers qu'il avait créés, petit déjeuner. Lecture. Soirée film. Jardin. Chacun contenait de vieilles photographies, sélectionnées pour appuyer un mensonge qu'il n'avait pas encore eu besoin de raconter. Cette prise de conscience m'a glacé, encore plus que les vidéos des caméras. Regarder Molly souffrir avait été cruel, mais ces dossiers témoignaient d'une préméditation. Mes parents n'étaient pas arrivés en Europe pour prendre une décision imprudente après un vol retardé ou une dispute. Ils avaient prévu de partir, avant même que je ne transfère l'argent. Le relevé bancaire a dissipé tout doute restant. 7 minutes après que les 20 000 € soient arrivés sur le compte de mon père, Howard a surclassé leurs 2 sièges d'avion. Moins d'une demi-heure plus tard, il a ajouté 3 nuits dans un hôtel plus cher, et a acheté une visite privée à Venise. Le voyage n'avait jamais été annulé. Il n'y avait eu aucun forfait perdu nécessitant un remboursement, et aucun sacrifice soudain fait pour Molly. Mon argent ne les avait pas dédommagés pour être restés à la maison. Il avait amélioré les vacances qu'ils avaient l'intention de prendre, tout en faisant semblant de rester. Je me suis souvenu de mon père tournant son ordinateur portable vers moi, à la table de la cuisine. Chaque chiffre avait été placé dans une ligne bien nette. Perte sur les billets d'avion, pénalité d'hôtel, soins à temps plein, courses, essence. La feuille de calcul n'était pas une estimation. C'était un déguisement. La procureure a déclaré que les dossiers appuieraient des accusations liées à la fraude. Mais Denise a gardé le cap sur la partie qui comptait le plus. L'argent explique le mobile, a-t-elle dit. Le nettoyage et les messages programmés expliquent la dissimulation. Mais rien de tout cela ne change le fait central, que 2 adultes ont accepté la responsabilité de Molly, et l'ont sciemment laissé sans personne pour s'occuper d'elle. Elle a tiré un dernier document du dossier. La compagnie d'assurance voyage avait confirmé que la police de mes parents couvrait le transport de retour d'urgence, lorsqu'une personne à charge restée au domicile était en danger, ou nécessitait l'intervention de la police. Une fois que Denise les a contactés, l'assureur a localisé les informations de réclamation, qui avaient été envoyées à Patricia et à Howard. Les indemnités auraient payé l'intégralité du coût du prochain vol de retour disponible. Patricia avait reçu la confirmation avant même qu'Howard et elle n'annulent les 2 sièges qu'elle avait mis en attente. Elle a ouvert le message, l'a transféré à Howard, et l'a ensuite supprimé de sa boîte de réception. L'entreprise conservait encore une copie sur ses serveurs. J'ai fixé la date et l'heure. Ma mère savait qu'il pouvait rentrer sans perdre 4 800 €. Elle le savait avant d'être d'accord avec Howard, sur le fait qu'ils pouvaient tout aussi bien finir leur voyage. Leur dispute sur les coûts n'était qu'une autre couche du même plan. Ils n'étaient pas bloqués en Europe par des vols complets, des règles d'assurance, ou des difficultés financières. Ils ne voulaient tout simplement pas revenir, pour affronter ce qu'ils avaient fait. Denise a déclaré que la partie la plus grave n'était pas le voyage de mes parents. Les adultes avaient le droit de prendre des vacances, de gaspiller de l'argent, et de faire des choix égoïstes. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était accepter la responsabilité légale et pratique d'une enfant, la laisser seule, l'observer à travers une caméra, et construire un système destiné à faire croire à tout le monde qu'un adulte avait été présent. J'ai regardé les photographies de police de ma cuisine. Des miettes restaient sous la chaise de Molly. Un bol sec reposait dans l'évier. Les étagères du garde-manger montraient des espaces vides, là où elle avait compté ce qui restait. Rien de tout cela n'était assez dramatique pour ressembler à une scène de crime. C'est exactement la raison pour laquelle le plan de nettoyage me terrifiait. Mes parents croyaient qu'une maison propre pouvait devenir une histoire propre. Ils croyaient que la peur pouvait être lavée des draps, que la faim pouvait être cachée derrière de nouvelles boîtes de céréales, et que 4 nuits d'obscurité pouvaient disparaître, si chaque surface sentait le nettoyant au citron. Ils n'étaient pas restés en Europe parce que rentrer à la maison coûtait trop cher. Ils étaient restés parce qu'ils croyaient qu'une équipe de nettoyage pouvait effacer ce à quoi Molly avait survécu. Les preuves dans le dossier de Denise me donnaient toutes les raisons de quitter l'hôpital, et de rentrer chez moi immédiatement. Mon corps m'a donné tout autant de raisons de ne pas essayer. Le lendemain matin, j'ai réussi à faire 7 pas avec un déambulateur, avant que ma jambe droite ne s'affaiblisse. J'ai essayé de la forcer à avancer, j'ai perdu l'équilibre,
et je serais tombé si le physiothérapeute n'avait pas attrapé la ceinture de soutien autour de ma taille. Mon chirurgien est arrivé peu après. Il a vérifié l'incision, examiné la force de ma jambe, et m'a dit qu'une chute brutale pouvait endommager la réparation, et me renvoyer en salle d'opération. Ma fille a besoin de moi, ai-je dit. Elle a besoin que vous soyez capable de prendre soin d'elle la semaine prochaine, et le mois prochain, a-t-il répondu. Rentrer chez vous avant de pouvoir vous tenir debout en toute sécurité, ne la protégera pas. Je détestais entendre cela, parce que cela sonnait comme si une personne de plus me demandait de rester immobile, pendant que Molly subissait les conséquences des choix de mes parents. Puis, je me suis souvenu des promesses que j'avais faites avant l'opération. Je croyais que la protéger signifiait organiser chaque détail et prévenir chaque urgence possible. Maintenant, je devais apprendre quelque chose de plus difficile. Protéger Molly ne signifiait pas détruire mon propre corps, pour prouver à quel point je l'aimais. J'ai accepté de rester, jusqu'à ce que l'équipe médicale estime que je pouvais sortir en toute sécurité. J'ai assisté à chaque séance de thérapie, j'ai appris à me tenir debout sans me tordre, et j'ai appris à utiliser le déambulateur, sans exercer de pression sur mon incision. J'ai cessé de traiter la convalescence comme un obstacle entre Molly et moi. Cela faisait partie du travail nécessaire, pour la ramener à la maison. Molly est restée avec Johan, dans le cadre du plan de sécurité temporaire. Un psychologue pour enfants lui a rendu visite là-bas, et a ensuite discuté avec moi par vidéo. Elle a expliqué que Molly ne racontait pas l'histoire selon une chronologie précise. Parfois, elle décrivait la tempête avant la livraison de courses. Parfois, elle disait 3 nuits, puis se reprenait et comptait 4 cases sur le calendrier météorologique. Les détails importants, cependant, ne changeaient jamais. Le voyant rouge de la caméra s'allumait, pendant que mes parents lui parlaient depuis l'Europe. 2 € étaient sous le sucrier. Elle a passé 4 nuits sans un adulte dans la maison. On lui avait dit de ne pas m'appeler, parce que cela pourrait endommager mon opération. La thérapeute a déclaré que les enfants effrayés se souvenaient souvent des sensations et des avertissements répétés, plus clairement que des heures exactes. Molly se souvenait du réfrigérateur devenant silencieux, de la sensation des 2 billets pliés dans sa poche, et de la voix de ma mère lui disant qu'une enfant sage ne créerait pas un autre problème. Son récit n'avait pas besoin de paraître parfait pour être vrai. Lors d'un de nos appels, Molly m'a demandé si elle avait enfreint la règle en allant chez Johan. « Tu as suivi la règle la plus importante, lui ai-je dit. Tu as trouvé un adulte digne de confiance quand tu étais en danger. Mais grand-mère m'a dit de ne pas le faire. Un adulte n'a pas le droit d'imposer une règle, qui t'empêche d'être en sécurité. La thérapeute nous a aidés à créer un cercle d'adultes, que Molly pourrait contacter sans demander la permission à personne. J'étais la première. Johan était la deuxième. Le secrétariat de son école, le 911, et mon ami de longue date, Beth, complétaient le cercle. Nous avons écrit chaque nom et numéro sur une carte, que Johan a placée à côté du téléphone. Nous avons pratiqué des phrases simples que Molly pouvait utiliser, je m'appelle Molly. J'ai 9 ans. Je suis seule, et j'ai besoin d'aide. Elle a répété les mots doucement, puis a demandé si appeler le 911 mettrait la police en colère, si jamais le danger s'avérait ne pas être si grave. Il préfère vérifier et s'assurer que tu es en sécurité, plutôt que d'arriver trop tard, ai-je dit. Pour la première fois depuis qu'elle avait traversé la rue sous la pluie, elle avait l'air soulagée plutôt que honteuse. Cet après-midi-là, un avocat représentant mes parents a appelé l'hôpital. Il a dit qu'Howard et Patricia voulaient résoudre l'affaire en privé. Il rembourserait l'intégralité des 20 000 € immédiatement, si je clarifiais aux enquêteurs qu'il y avait eu un malentendu sur l'organisation de la garde d'enfants. J'ai demandé de quel malentendu il parlait. Il a dit que mes parents croyaient que quelqu'un d'autre surveillait Molly, et que la technologie moderne leur avait permis de superviser la maison à distance. Je lui ai répondu que je ne discuterais pas de Molly, de l'argent, ou de l'enquête, en dehors de la présence de Denise et du procureur. Il m'a prévenu que des poursuites pénales pourraient endommager la famille de façon permanente. Ma fille sait déjà ce qui a endommagé cette famille, ai-je dit. Elle l'a vécu. J'ai mis fin à l'appel, avant qu'il ne puisse transformer la responsabilité en une nouvelle négociation. Plus tard, Denise m'a dit que mes parents avaient demandé à me parler directement. Elle pensait qu'un appel enregistré pourrait être utile, mais a bien précisé que je ne leur devais pas cette conversation. J'ai accepté, uniquement après que les enquêteurs aient organisé l'enregistrement, et m'aient dit de poser des questions courtes, sans révéler les preuves qu'ils avaient conservées.
Howard a répondu en premier. Patricia était à côté de lui, dans ce qui ressemblait à un restaurant bruyant. Mon père a commencé en disant que les émotions avaient déformé les faits. Il a décrit les caméras comme une forme de supervision moderne, et a insisté sur le fait que les enfants d'aujourd'hui allaient à l'école, parlaient avec leurs proches, et recevaient des conseils médicaux à travers des écrans. Saviez-vous que Molly était la seule personne à l'intérieur de la maison, ai-je demandé. Il a fait une pause avant de répondre. Nous savions qu'elle était physiquement seule pour des périodes limitées. Pendant 4 nuits. Nous la surveillions. Pourquoi n'y avait-il aucun adulte dans la maison? Sa voix s'est durcie. Elle a 9 ans, Caroline. Elle n'était pas un bébé. Les enfants ont besoin d'opportunités pour devenir indépendants. J'ai regardé Denise. Elle a écrit quelque chose sur le bloc-notes jaune devant elle, mais n'est pas intervenue. Patricia a pris le téléphone. Molly avait une maison, de la nourriture, de l'électricité jusqu'à la tempête, et 2 adultes qui veillaient sur elle. Appelez ça un abandon et malhonnête. L'un de vous aurait-il pu l'atteindre, si elle était tombée dans les escaliers? Nous aurions pu appeler les secours. L'un de vous a-t-il pu ouvrir le récipient de soupe, quand elle a dit qu'elle n'y arrivait pas? Ma mère a soupiré bruyamment. Elle devenait dramatique parce que tu l'as élevée en lui faisant croire que chaque sentiment inconfortable est une urgence. J'ai senti la colère m'envahir, mais je ne lui ai pas laissé le contrôle de ma voix. Lui avez-vous dit que ma plaie pourrait rouvrir ma plaie chirurgicale? Je lui ai dit de ne pas te contrarier. Ce n'était pas ma question. Patricia a dit qu'elle essayait de protéger ma convalescence, et que Molly avait mal compris ses paroles. Ensuite, elle a ajouté qu'une fois rentrée, il s'assoirait avec Molly, et lui expliquerait qu'elle avait réagi trop fortement, et causé des ennuis inutiles. Je l'ai arrêtée avant qu'elle ne termine. Vous ne parlerez pas à Molly. Elle est notre petite fille. Elle est l'enfant que vous avez laissé seul, et que vous voulez maintenant corriger pour avoir dit la vérité. Vous ne l'appellerez pas, ne lui enverrez pas de message, ne vous approcherez pas de la maison de Joanne, et ne demanderez à personne d'autre de la contacter. Patricia a qualifié ma décision de cruelle. Howard a repris le téléphone, et a dit qu'ils arriveraient à la maison, à leur date de retour initiale. Leur navette aéroportuaire les conduirait directement chez moi, où ils avaient l'intention de récupérer leurs affaires, et de reprendre le contrôle de la situation. Tout cela est devenu ridicule, a-t-il dit. Tu te remets d'une opération chirurgicale lourde. La police réagit à une enfant effrayée, et les gens qui nous connaissent comprennent que nous ne ferions jamais de mal à Molly. Il croyait encore que ma faiblesse physique lui donnait de l'autorité. Il croyait qu'une explication bien rodée pourrait peser plus lourd qu'une maison vide. Par-dessus tout, il croyait que la réputation que mes parents avaient bâtie forcerait tout le monde à accepter leur version des faits. Je ne l'ai pas menacé, ni ne lui ai dit ce que Denise avait découvert sur l'assurance, l'entreprise de nettoyage, ou les messages programmés. Gardez vos billets d'origine, ai-je dit. Apportez chaque valise avec vous. Parce que lorsque vous atteindrez ma maison, vous ne serez peut-être pas autorisé à y mettre un pied. L'avertissement d'Howard, indiquant qu'il avait l'intention de venir directement chez moi, a changé la question. Il ne s'agissait plus de savoir si j'étais prête à affronter mes parents, mais comment nous allions protéger Molly, lorsqu'ils arriveraient. Denise a posé la première règle clairement, avant ma sortie. Molly ne sera pas à la maison, a-t-elle déclaré. Elle a déjà dit la vérité. Elle n'a pas besoin de regarder des adultes se disputer à ce sujet. J'ai accepté immédiatement. Une part de moi voulait que mes parents voient ce qu'ils lui avaient fait. Mais Molly n'était pas une preuve à exhiber, et sa peur n'était pas un outil que je pouvais utiliser, pour punir qui que ce soit. L'hôpital m'a laissé sortir 3 jours avant le retour prévu de mes parents. Je suis parti avec un déambulateur, une attelle rigide autour de ma taille, et une liste de mouvements qu'il m'était interdit de tenter. Joanne a conduit lentement, évitant chaque nid de poule, comme si elle transportait un bol rempli à ras-bord. Molly attendait à l'intérieur de la maison de Joanne. La thérapeute lui avait expliqué que je ne pourrais pas la rattraper en toute sécurité, alors elle a marché prudemment dans mes bras ouverts, et a posé sa joue contre mon épaule. Cette première nuit, nous avons toutes les 3 mangé de la soupe au poulet, à la table de la cuisine de Joanne. Molly me regardait à chaque fois que je bougeais sur ma chaise. Quand je grimaçais, elle demandait si parler trop aggravait mon dos. Je lui ai dit que la douleur faisait partie de la guérison, et qu'elle n'en était pas la cause. Je l'ai répété, jusqu'à ce qu'elle finisse sa soupe sans scruter mon visage.
Le lendemain matin, Johan m'a aidé à rentrer chez moi, pendant qu'une aide à domicile agréée portait mon sac, et vérifiait l'aménagement de la salle de bain. Molly est restée de l'autre côté de la rue. Elle pouvait venir me rendre visite quand elle le voulait, mais personne n'attendait d'elle qu'elle dorme dans la maison, jusqu'à ce qu'elle se sente prête. La porte d'entrée s'est ouverte sur une maison qui semblait presque ordinaire. L'électricité était revenue, la lumière du soleil reposait sur le sol du salon, et l'horloge au-dessus de la cheminée avait recommencé à donner l'heure. La cuisine était l'endroit où résidait la vérité. Le sucrier trônait à sa place habituelle, bien que les 2 billets de 1 euro fussent déjà scellés dans les preuves de la police. Un bol de céréales sec restait près de l'évier. La porte du congélateur portait de faibles marques de crayon, que Molly avait faites en comptant les repas. Les enquêteurs avaient photographié chaque page de son calendrier météorologique, et pris l'original pour le conserver en lieu sûr. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les 2 mains sur le déambulateur. Ma colère a surgi si vite que j'en ai oublié de respirer. La caméra noire, au-dessus du comptoir, faisait toujours face à la chaise où Molly s'était assise. Son petit voyant rouge était de nouveau allumé. Je voulais l'arracher du mur, et la fracasser contre le sol, jusqu'à ce qu'il ne reste rien qui puisse clignoter, ou parler avec la voix de ma mère. J'ai fait un pas vers elle, avant que la douleur ne se resserre autour de mon dos. Denise nous avait suivis à l'intérieur. L'appareil appartient toujours à la chaîne de preuves, a-t-elle précisé. Nous avons les dossiers, mais la défense peut demander à inspecter l'équipement d'origine. Je ne veux pas qu'elle nous regarde. Vous n'êtes pas obligé de la laisser faire. Après confirmation auprès du technicien des preuves, elle a débranché la fonction haut-parleur, et m'a autorisé à couvrir la caméra sans l'enlever. Johan a trouvé un petit sac en papier craft dans un tiroir. Je l'ai placé sur la caméra, et l'ai fixé lâchement avec un élastique. L'acte était silencieux, comparé à ce que j'avais imaginé faire. Mais la cuisine a changé, lorsque le voyant rouge a disparu, derrière un simple papier brun. Pour la première fois depuis que j'avais appris la vérité, cette pièce nous appartenait de nouveau, à Molly et à moi. Molly est venue me rendre visite plus tard dans l'après-midi. Elle est restée près de la porte d'entrée, jusqu'à ce qu'elle voie le sac en papier au-dessus du comptoir. « Est-ce qu'elle peut toujours me voir ?» a-t-elle demandé. « Non, elle ne peut pas te voir. »« Est-ce que grand-mère peut la rallumer depuis l'Europe ?»« Personne ne peut l'utiliser pour te parler. » Elle a regardé vers les fenêtres. « Est-ce qu'ils viennent ici pour m'emmener, quand ils rentreront ?» Je me suis abaissé sur une chaise, pour que nous soyons presque à la même hauteur. « Les adultes ont aussi des règles, » ai-je dit. « Grand-mère et grand-père ne peuvent pas décider où tu vas maintenant. La police et le tribunal ont établi une règle de sécurité. Tu vas rester avec des personnes en qui tu as confiance, et ils n'ont pas le droit de s'approcher de toi. Et s'ils disent qu'ils sont désolés ? Être désolé ne supprime pas une règle de sécurité. Il faut plus que des mots pour qu'une personne redevienne sûre. Molly voulait seulement savoir ce qui se passerait, quand il reviendrait. Je lui ai dit qu'elle resterait avec Johan, que les rideaux pourraient rester fermés, et que Denise appellerait quand la police serait partie. Ce soir-là, Patricia a publié des photographies de Venise. Sur l'une d'elles, elle posait près d'un canal, portant une écharpe crème. Sa légende disait que des malentendus douloureux pouvaient mettre à l'épreuve même la famille la plus forte, et que la vérité finirait par exposer ceux qui jugent trop vite. Des amis de son groupe religieux ont rempli les commentaires de prières et de cœurs. Quelques-uns ont demandé si je me remettais bien. Patricia ne leur a pas répondu. J'ai tapé 3 réponses, expliquant la maison vide, les journaux de connexion des caméras, et la tempête. Chacune d'elles aurait transformé les pires nuits de Molly, en matière à débattre pour des inconnus. J'ai supprimé les 3. Denise m'avait prévenu, que les disputes publiques créaient du bruit, pas de la sécurité. Mes parents voulaient un combat de réputation, car Patricia savait comment jouer l'inquiétude, et Howard savait comment arranger des faits sélectionnés. Je ne les aiderais pas à détourner l'histoire, d'une enfant laissée seule. Le lendemain matin, Howard m'a envoyé un email directement. Il a qualifié la réponse de la police d'excessive, et a proposé une résolution financière. Il rembourserait les 20 000 euros par mensualité, si je retirais ma plainte, et si je confirmais que l'argent avait été destiné à couvrir la garde de Molly pendant mon hospitalisation. Son offre ne réparait rien, mais elle documentait le but du paiement avec ses propres mots. L'argent n'avait pas été un cadeau. Il admettait l'avoir reçu pour s'occuper de Molly. J'ai transféré l'email à Denise sans répondre.
Ne le corrigez pas, ne le menacez pas, et n'acceptez rien, m'a-t-elle dit. Laissez ces mots rester exactement tels qu'il les a écrits. Le silence ne ressemblait plus à de la faiblesse. Il empêchait mes parents de mesurer ce que je savais. La tentative finale est arrivée via l'ancienne tablette de Molly. Johan l'a trouvée en train de vibrer sur la commode de la chambre d'amis, pendant que Molly coloriait à table. Patricia avait utilisé le compte familial pour envoyer un message vocal, sans contacter mon téléphone. Johan n'a écouté que le début, avant de baisser le volume. Molly, ma chérie. Dis-leur que ta mère savait que nous partions. Dis-leur qu'elle a dit que tu pouvais rester toute seule, parce que tu es une fille responsable. Molly en avait entendu assez pour reconnaître la voix de sa grand-mère. Sa main s'est arrêtée au-dessus du nuage bleu qu'elle dessinait. Johan a éteint l'écran, et a demandé à Molly ce qu'elle voulait faire de la tablette. Molly m'a regardé, puis a regardé l'appareil sombre. Je veux que la détective Denise la garde, a-t-elle dit. Je ne veux pas que grand-mère l'utilise pour me dire quoi dire. Denise est venue la récupérer ce soir-là. Elle a expliqué que tenter de modifier le récit d'un enfant après l'implication de la police, avait de l'importance, et que Molly n'aurait pas besoin d'entendre le reste. Après le départ de Denise, j'ai répété la seule question que j'avais l'intention de poser à Howard, lorsqu'il atteindrait mon allée. Je n'avais pas préparé de discours sur la trahison, l'argent, ou la famille. Toute longue explication lui donnerait une autre phrase à contester. Je n'avais besoin que du point, qu'il ne pourrait ni renommer, ni effacer, montre-moi où j'ai accepté de laisser une enfant de 9 ans seule. Le matin de leur retour, Molly a traversé chez Johan, avant même que les adjoints n'arrivent. Elle portait sa lampe de poche, la carte d'urgence que nous avions fabriquée, et un petit sac de voyage. J'ai regardé jusqu'à ce que Johan verrouille la porte derrière elle. Les véhicules de police ont pris position le long du trottoir. Denise se tenait près du porche avec le dossier des preuves. Le sac en papier est resté sur la caméra de la cuisine. Derrière moi, je me suis abaissé sur une chaise à côté de l'allée. Je ne m'asseyais pas parce que je me sentais vaincu. La douleur m'avait appris que la force n'exigeait pas d'être debout, quand être debout ne servait à rien. Une navette d'aéroport sombre a tourné dans notre rue. Mes parents rentraient chez eux, croyant qu'ils pouvaient encore tout expliquer. La navette d'aéroport a ralenti au bout de la rue, et toutes les conversations autour de moi se sont arrêtées. Patricia est apparue en premier à travers le pare-brise, se penchant vers le conducteur comme si elle lui donnait des instructions. Howard était assis à côté d'elle, avec son téléphone dans une main. La navette a passé la première voiture de police, puis la seconde. Mon père a baissé son téléphone, et a commencé à compter. Je pouvais voir le calcul s'afficher sur son visage, avant même que le véhicule n'atteigne l'allée. Le conducteur s'est arrêté derrière la voiture banalisée de Denise. Patricia est sortie, portant l'écharpe crème de ses photographies à Paris. Elle avait soigneusement coiffé ses cheveux pour le voyage de retour. Mais le sourire qu'elle adressait au chauffeur a disparu, lorsqu'elle m'a vu assise à côté du garage. Howard est descendu après elle. Une de ses valises a roulé vers l'avant, lorsqu'il a lâché la poignée. Ses yeux se sont d'abord posés sur Denise, puis sur les adjoints, et enfin sur la caméra au-dessus du garage. Il a jeté un coup d'œil en arrière vers la navette, comme s'il évaluait s'il pouvait monter à l'intérieur, avant que quiconque ne l'arrête. Un adjoint s'est placé à côté de la porte ouverte du véhicule. Patricia a regardé vers la maison de Johan. Où est Molly? Elle s'est dirigée vers les marches de mon entrée, sans attendre de réponse. Denise a bloqué son chemin. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer sur la propriété, ni à vous approcher de Molly, a déclaré Denise. Elle est dans un endroit sûr. Patricia a pressé une main contre sa poitrine. Je suis sa grand-mère. Je suis morte d'inquiétude depuis votre appel. L'écharpe, la voix prudente, et l'inquiétude publique. Tout cela appartenait à la femme qui avait posé près d'un canal vénitien, pendant que ma fille avait peur d'ouvrir un récipient de soupe. Je suis restée assise, et j'ai laissé Denise répondre. On vous a ordonné de revenir par le premier vol disponible, a-t-elle dit. Vous avez choisi de continuer à voyager. Howard a sorti une épaisse enveloppe de son bagage à main. Nous avons choisi de ne pas créer de chaos supplémentaire, alors que Molly était déjà en sécurité. Ce n'est pas un crime. Il a retiré des pages imprimées, et les a tendues vers Denise. Il y avait des plannings de courses, des listes de plats surgelés, des rapports de maisons intelligentes, et des images fixes prises par la caméra de la cuisine.
Nous avons fourni de la nourriture, un abri, une surveillance de sécurité, et une communication quotidienne, a-t-il dit. Molly n'a jamais été sans toit au-dessus de sa tête. Nous vérifions la maison constamment. Denise n'a pas pris les papiers. Une caméra n'est pas un gardien. La mâchoire d'Howard s'est contractée. Il a déclaré que la technologie permettait aux parents de surveiller leurs enfants depuis le travail, aux écoles d'enseigner aux élèves en ligne, et aux médecins de parler aux patients à distance. Il essayait de faire passer la distance entre ma cuisine et l'Europe, pour un détail technique mineur. Denise a ouvert son dossier. La serrure intelligente montre qu'aucun adulte n'est entré dans la maison après votre départ. La caméra de la porte confirme la même chose. Vos appels montrent que vous saviez que Molly était physiquement seule. Vos comptes ont accédé au flux en direct 47 fois avant la panne de courant. Et pas une seule fois l'un de vous n'a envoyé un adulte sur la propriété. Patricia s'est tournée vers Howard. Je t'avais dit que nous devrions nous arranger pour que quelqu'un aille vérifier comment elle allait. Tu m'as dit que tout était sous contrôle. Je voulais rentrer à la maison dès que la police a appelé, a-t-elle ajouté. Howard a lâché un rire sec. Tu étais d'accord sur le fait que ça ne servait à rien, puisqu'elle était déjà avec la voisine. Pendant plusieurs minutes, ils ont cessé de défendre leur décision, et ont commencé à s'en rejeter la responsabilité. Howard disait que Patricia avait effrayé Molly avec des mots imprudents. Patricia disait qu'Howard avait créé les plannings, contrôlé l'argent, et refusé de changer les vols. Ma mère a regardé Denise avec les larmes aux yeux. Il s'est occupé de toutes les réservations. Je ne savais pas quelles options nous avions. J'étais sa femme, dans un pays étranger, et il n'arrêtait pas de me dire que nous n'avions pas les moyens de revenir. Elle se faisait passer pour prisonnière du même homme, avec qui elle s'était jointe pour me tromper. J'aurais pu en croire une partie, si je n'avais pas entendu sa voix à travers la caméra de la cuisine. Calme et certaine, pendant qu'elle apprenait à Molly à rester silencieuse. Denise a sorti le document d'assurance de son dossier. Cette notification a été envoyée à vous deux. Elle confirmait que la police paierait l'intégralité du coût du prochain vol de retour disponible, parce que la police était intervenue pour un enfant à charge. Patricia a fixé la page. Le serveur de l'assureur montre que vous avez ouvert l'avis, l'avez transféré à Howard, et l'avez supprimé de votre boîte de réception, a continué Denise. Howard a déclaré qu'une approbation d'assurance n'était pas la même chose que de recevoir de l'argent immédiatement. Denise a placé un autre message imprimé à côté de la première page. C'était le message de Patricia depuis Venise, Molly est en sécurité maintenant. Autant finir le voyage. L'expression de ma mère a changé. L'épouse effrayée a disparu, laissant place à la femme qui avait cru que les mots effacés ne pourraient plus jamais l'atteindre. Howard m'a montré du doigt. Caroline savait que nous voyagions. Elle connaissait les dates, et elle savait que Molly passerait des périodes limitées seule. Elle prétend le contraire parce qu'elle est en colère à propos de l'argent. La déclaration était si directe, que même Patricia s'est tournée vers lui. J'ai posé mes deux mains sur les accoudoirs de ma chaise. J'avais répété une seule question, car je savais qu'il comblerait chaque silence avec des explications, si je le lui permettais. Montre-moi où j'ai accepté de laisser une enfant de 9 ans seule. Howard a ouvert la bouche, mais je ne lui ai pas laissé la place de détourner la question. Montre-moi le message, l'email, le formulaire ou l'appel. Montre-moi où j'ai dit que tu pouvais prendre 20 000 €, t'envoler pour l'Europe 2 jours plus tard, et laisser Molly dans cette maison sans un adulte. Il a baissé les yeux vers les papiers qu'il avait apportés. Aucun d'eux ne contenait ma permission, car elle n'avait jamais existé. Patricia a dit que je connaissais leur projet d'anniversaire depuis des mois. Je lui ai rappelé qu'il m'avait dit que le voyage était annulé. Howard a essayé de dire que j'aurais dû comprendre, la feuille de calcul financière était une compensation pour le dérangement, pas une preuve qu'il resterait à la maison. Denise a placé le bon de travail de l'entreprise de nettoyage par-dessus ses documents. Les instructions énuméraient le code du garage, le réfrigérateur, la chambre de Molly, le linge, le garde-manger, et la demande de photographie après chaque pièce nettoyée. Howard a déclaré qu'embaucher des nettoyeurs était un acte de considération pour une femme se remettant d'une opération. Denise a ajouté des copies des messages programmés, et des dossiers de vieilles photographies étiquetées petit déjeuner, lecture, soirée film, et jardin. Vous avez organisé les mises à jour, avant que Caroline n'entre à l'hôpital, a-t-elle dit. Vous avez également pris des dispositions pour nettoyer la maison avant son retour. Vous ne croyez pas que tout allait bien.
Vous aviez prévu de faire en sorte que tout ait l'air d'aller bien. Patricia s'est mise à pleurer ouvertement. C'était une terrible erreur, m'a-t-elle dit. Tu laisses des étrangers détruire toute une famille pour une seule erreur. J'ai regardé la femme qui avait ouvert le flux en direct encore et encore, pendant que Molly comptait ses repas sous cette caméra. Une erreur n'arrive qu'une fois, ai-je répondu. Vous l'avez choisi à nouveau, chaque fois que vous avez ouvert cette caméra, et décidé de ne pas rentrer à la maison. Howard a tendu la main vers la poignée de sa valise. Un adjoint s'est placé à côté de lui, et lui a dit de garder ses mains bien en vue. Denise l'a informé qu'il était en état d'arrestation, et a commencé à énumérer les charges faisant l'objet d'une enquête. Sa première réaction n'a pas été la peur ou le regret. Il a exigé de savoir qui protégerait ses bagages. L'adjoint lui a menotté les poignets, et l'a guidé vers une voiture de patrouille. Patricia a prononcé mon nom, avec la voix douce qu'elle utilisait quand j'étais enfant, et qu'elle voulait que j'arrête de lui résister. Carrie, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Pendant la majeure partie de ma vie, cette voix m'avait fait m'approcher. Elle m'avait entraîné à la réconforter, avant de demander qui elle avait blessé. Je suis resté à côté de ma chaise. Denise a dit à Patricia qu'elle était également en état d'arrestation. Ma mère a regardé vers la maison de Joanne une fois de plus, puis de nouveau vers moi. Elle cherchait la fille qui s'excuserait, qui atténuerait la vérité, ou qui promettrait de réparer ce qu'elle avait brisé. Je n'ai fait aucune de ces choses. Lorsque les voitures de patrouille se sont éloignées, la rue est devenue silencieuse trop rapidement. J'avais imaginé du soulagement, peut-être même de la satisfaction. Mais ce que j'ai ressenti, c'était de l'épuisement. Une arrestation ne rendait pas à Molly les 4 nuits qu'elle avait passées seule, et ne transformait pas mes parents en personnes à qui je pouvais faire confiance. Denise se tenait à côté de moi. Le processus légal prendra du temps, a-t-elle dit. Mais il ne contrôle plus ce qui s'est passé. Les preuves, si. Mon téléphone a sonné avant que je ne puisse répondre. Le nom de Joanne est apparu à l'écran. Molly n'a pas demandé si ses grands-parents avaient pleuré, ou si les officiers leur avaient mis des menottes. Est-ce que toutes les voitures de police sont parties, a-t-elle demandé. La plupart d'entre elles partent maintenant. Il y a eu une pause. Puis, elle a posé la question qui comptait plus pour elle, que n'importe quelle arrestation, est-ce que le voyant rouge de la caméra est toujours éteint? Le voyant rouge est toujours éteint, ai-je dit à Molly. Il ne sera plus jamais utilisé pour te surveiller. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Pourquoi grand-mère et grand-père sont-ils restés en Europe? J'aurais pu lui dire qu'ils étaient égoïstes, malhonnêtes ou cruels. Les 3 mots étaient vrais, mais aucun n'aiderait une enfant de 9 ans à comprendre pourquoi des adultes en qui elle avait confiance l'avaient regardé souffrir, et avaient choisi de ne pas revenir. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient, au lieu de ce dont un enfant avait besoin, ai-je dit. C'était leur décision. Ce n'est pas causé par quoi que ce soit que tu as dit, quoi que ce soit que tu as fait, ou quoi que ce soit que tu as oublié de faire. Et si j'avais appelé plus tôt? Tu étais l'enfant. Ce n'était en aucun cas ton travail de corriger les adultes qui t'ont quitté. J'ai répété cette réponse de nombreuses fois au cours des mois suivants, car la peur ne disparaît pas après une seule conversation honnête. Molly avait besoin d'entendre que la responsabilité incombait à mes parents, jusqu'à ce que ces mots deviennent plus forts que l'avertissement de Patricia, dans son esprit. Sa thérapie a commencé la semaine suivante. Au début, elle me demandait de rester dans la pièce, et s'asseyait assez près pour que sa chaussure touche mon déambulateur. Elle ne parlait pas beaucoup de l'Europe, de la maison vide, ou de la nourriture qu'elle comptait. Au lieu de cela, elle dessinait des portes, des fenêtres sombres, et de petits cercles rouges dans les coins des pièces. La thérapeute ne l'a jamais forcée à expliquer les dessins. Elle a aidé Molly à pratiquer ce qu'il fallait faire, lorsque la peur rendait la réflexion difficile. Molly a appris à dire son nom complet, notre adresse, et le nom de l'adulte de confiance qu'elle essayait de joindre. Elle s'est exercée à appeler Joanne, mon amie Beth, et le bureau de l'école. Elle a appris qu'elle n'avait pas besoin de la permission de la personne créant le danger, avant de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Pendant un moment, chaque coupure de courant l'effrayait. Si une lampe vacillait, elle vérifiait l'emplacement de la caméra au-dessus du comptoir de la cuisine, même après que l'appareil ait été retiré. Elle dormait avec une lampe de poche à côté de son lit, et me demandait de recharger nos 2 téléphones tous les soirs. Je ne lui disais pas qu'elle réagissait de manière excessive. Je lui disais ce qui était vrai, les lumières peuvent s'éteindre. Tu ne seras pas seul.
Ma propre convalescence a progressé plus lentement que je ne l'aurais voulu. La physiothérapie m'a appris à remarcher en toute sécurité, mais la thérapie émotionnelle nécessitait une autre forme de patience. Je n'arrêtais pas de demander pourquoi mes parents avaient fait ça. Pourquoi 20 000 € avaient-ils plus d'importance que la sécurité de Molly? Pourquoi Patricia l'avait-elle regardé pleurer, tout en restant à Venise? Pourquoi Howard avait-il passé plus d'efforts à organiser des photographies et des nettoyeurs, qu'à s'arranger pour qu'un adulte reste dans la maison? Mon thérapeute m'a dit que chercher une réponse ne pourrait devenir utile, que si cette réponse modifiait mes choix. Après cela, c'est juste devenu une autre façon de fixer la même pièce verrouillée. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, car les questions commençaient à ressembler à la caméra que mon père avait installée. Même après le retrait de l'appareil, une partie de moi y retournait sans cesse, attendant une autre image, qui pourrait enfin rendre mes parents compréhensibles. Il n'y avait aucune explication qui pouvait rendre leur décision sûre. J'ai cessé d'essayer d'en trouver une. L'affaire pénale a duré plusieurs mois. Howard et Patricia ont d'abord affirmé que la surveillance à distance comptait comme une supervision. Puis ils ont insisté sur le fait que j'étais au courant de leur projet de voyage. Lorsque les enregistrements de la caméra, les dossiers de la compagnie aérienne, l'avis d'assurance, les instructions de nettoyage, et les photographies programmées ont été rassemblées sur une seule chronologie, leurs explications se sont effondrées. Tous deux ont finalement accepté des accords de plaidoyer. Howard a reçu la peine la plus lourde, car il avait organisé le plan, inventé la babysitter nommée Linda, contrôlé les comptes, annulé le vol de retour, et pris des dispositions pour effacer l'état de la maison, avant mon retour. Patricia a également reçu une peine de prison, et une liberté conditionnelle surveillée. Son avocat a fait valoir qu'Howard avait contrôlé les décisions financières. Cependant, les enregistrements prouvaient qu'elle avait parlé à Molly à plusieurs reprises, l'avait découragée de chercher de l'aide, et avait plus tard tenté d'influencer ce qu'elle dirait aux enquêteurs. Ils ont été condamnés à rembourser les 20 000 €, à rembourser les frais de soins d'urgence et de thérapie, et à obéir à une ordonnance de non-contact à long terme, couvrant Molly et moi. Les conséquences étaient sérieuses, mais elles n'étaient pas théâtrales. Mes parents n'ont pas perdu chaque euro qu'ils possédaient, et aucun juge n'a promis que la punition pourrait réparer notre famille. Le tribunal a traité ce qui pouvait être mesuré, la fraude, l'abandon, la tentative d'interférence, et les coûts créés par leur choix. Lors de l'audience de détermination de la peine, j'ai été autorisé à prendre la parole. J'avais écrit plusieurs pages, mais lorsque je me suis tenu au pupitre, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'expliquer chaque photographie, ou de répéter chaque mensonge. Le procureur l'avait déjà fait. J'ai ouvert une copie du calendrier météorologique de Molly, et j'ai lu une ligne qu'elle avait écrite, sous un cercle rouge, « Grand-mère m'a vu, mais grand-mère n'est pas venue ». La salle d'audience est restée silencieuse. Cette phrase contenait tout ce que mes parents avaient essayé de compliquer. Patricia pouvait débattre de la technologie, des réserves de nourriture, de l'assurance, et du prix des vols. Rien de tout cela ne changeait la vérité, elle avait vu une enfant effrayée, et avait choisi de rester très loin. Avant que le juge n'impose la sentence, Patricia a demandé l'autorisation de s'adresser à moi. Elle a dit qu'elle avait été ma mère pendant plus de 40 ans. Elle m'a demandé de ne pas laisser un moi terrible, effacer toute une vie d'amour, de sacrifices, d'anniversaires, de vacances, et de souvenirs de famille. Je n'ai pas débattu pour savoir si ces souvenirs avaient été réels. Je n'avais pas besoin de prouver que chaque année de mon enfance avait été fausse, afin de protéger Molly maintenant. Être ma mère ne vous a pas donné le droit de mettre en danger la génération suivante, ai-je dit. C'était tout. La nouvelle de l'affaire est parvenue aux groupes religieux et aux organisations communautaires de mes parents, car les dossiers du tribunal étaient publics. Les photographies que Patricia avait publiées depuis Venise sont apparues à côté des dates, montrant que la police leur avait ordonné de rentrer. Des personnes qui les avaient autrefois louées comme des grands-parents dévoués ont cessé d'appeler. Patricia a perdu des postes dans 2 comités de bénévoles. Les amis de longue date d'Howard ont appris que la babysitter nommée Linda n'avait jamais existé. J'en ai entendu parler par d'autres personnes, mais je n'ai pas suivi chaque conséquence publique. Et la sécurité de Molly importait plus que le fait que des inconnus voient enfin mes parents clairement. Lorsque le remboursement est arrivé, j'en ai placé une partie sur un compte d'urgence, qui pourrait être accessible immédiatement, si jamais je devais être de nouveau hospitalisé. J'ai engagé un service de garde d'enfants agréé, qui effectuait des vérifications d'antécédents, et exigeait des plannings écrits. Johan a reçu une clé de la maison,
mais nous avons convenu exactement de la façon dont elle pourrait être utilisée, et de la façon dont Molly en serait informée. J'ai remplacé les serrures, et retiré toutes les caméras intérieures. Le seul dispositif de sécurité restant faisait face à l'allée, et ne disposait pas de haut-parleur à l'intérieur de la maison. Molly savait qui y avait accès, et aucun paramètre ne pouvait être modifié sans mon approbation. Les 2 billets d'1 € sont restés dans le dossier des preuves officielles. Je ne les ai pas encadrés, ni placés dans notre maison comme un symbole de victoire. Molly n'avait pas besoin de voir le prix que mes parents avaient attribué à sa sécurité. Chaque matin, nous nous rappelions la leçon, sans préserver la cruauté. 1 an après la tempête, le tonnerre m'a réveillé après minuit. Les lumières de la chambre ont vacillé, se sont éteintes pendant plusieurs secondes, puis sont revenues. J'ai trouvé Molly debout dans le couloir avec sa lampe de poche. Elle respirait vite, mais elle n'était pas figée. Elle a vérifié que mon téléphone était chargé, a regardé la carte d'urgence près du réfrigérateur, et a envoyé un message à Johan. Les lumières vacillent, mais maman et moi sommes en sécurité. Johan a répondu qu'elle était réveillée et disponible. 20 minutes plus tard, elle est apparue à notre porte, portant une tarte aux pommes qui, selon elle, nécessitait une attention immédiate. Molly a ri, et a ouvert la porte avant que je ne puisse l'atteindre. Nous nous sommes assis ensemble dans la cuisine, pendant que la pluie ruisselait sur les vitres. Aucun voyant rouge ne nous observait depuis le dessus du comptoir. Molly mangeait de la tarte chaude, Johan se plaignait que mon café était trop léger, et j'écoutais les bruits ordinaires de personnes, qui étaient venues sans être payées, félicitées ou suppliées. De l'autre côté de la rue, se dressait la porte que Molly avait approchée, pendant la pire nuit de sa vie. Johan l'avait ouverte, avant même que Molly n'ait fini de frapper. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris, que la famille ne se mesurait pas par le sang, les titres, ou le nombre d'années depuis lesquelles quelqu'un vous connaissait. La famille se mesurait à celui qui ouvrait la porte, lorsqu'une enfant effrayée se tenait dehors, sous la pluie.